bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ce soir, je suis très heureux d'accueillir Marc Valeur, donc, qui est psychiatre et addictologue, qui est déjà venu de nombreuses fois dans ce séminaire, qui est ancien chef de service à l'hôpital Marmottan. Et vous avez cette particularité d'essayer de croiser les disciplines et de nourrir votre réflexion clinique de perspectives historiques. Et donc depuis assez longtemps, parce que c'est depuis votre thèse, c'est ça, en 81, votre mémoire, excusez-moi, en 80, que vous avez essayé de comprendre votre expérience des addictions, et notamment celle des overdoses à l'héroïne, par une notion qui était assez oubliée à l'époque, et qui était celle des ordalies, donc du Moyen-Âge, c'est-à-dire ce jugement qui était remis à Dieu, et par exemple pour interroger la sorcellerie d'une personne, on la marquait par exemple du fer rouge, et on se demandait, on regardait la cicatrice, et à partir de l'évolution de cette cicatrice, on pouvait savoir si c'était quelqu'un qui était coupable ou non, l'évolution de cette cicatrice étant à l'époque considérée comme marquée par l'influence de Dieu. Et vous avez essayé donc de comprendre ces conduites d'overdose en les replaçant dans cette perspective qui était celle d'une interrogation un petit peu sur le sens de la vie, et sur une interrogation sur quelque chose qui pouvait répondre ou non sur le sens de sa vie. Cette façon d'interroger votre clinique grâce à l'histoire, c'est très enseignant pour ce séminaire qui essaie justement de ne pas faire de l'histoire une discipline morte, quelque chose qui serait simplement un savoir un peu sans intérêt, ou simplement une érudition, mais vous essayez vraiment d'interroger, non pas simplement à partir du présent l'histoire passée, mais se faire questionner par le passé pour mieux comprendre aujourd'hui. Et donc ce soir, je crois que vous n'allez pas nous parler des ordalies, mais vous allez parler d'un travail que vous avez publié il y a une dizaine d'années, donc dans une équipe de chercheurs. Vous êtes intéressé à la médecine de la Renaissance, et vous avez traduit donc un ouvrage d'un humaniste qui s'est intéressé à la question du jeu pathologique. Et vous qui avez tellement contribué à justement nourrir cette réflexion autour de ce que sont les addictions aujourd'hui, des addictions sans substance, notamment, cette rencontre avec ce texte vous a permis d'approfondir un certain nombre de notions et d'interrogations. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous laisse pour environ une heure d'exposé, et puis on continuera avec des questions. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup de cette invitation, et je vous remercie aussi d'avoir rappelé mon travail sur la notion de conduite en value. C'est d'ailleurs cette notion qui m'a amené beaucoup plus tard à m'intéresser à la question du jeu pathologique, parce que la conduite ordalique, ça implique évidemment une relation subjectivement positive au risque. Et il m'est apparu que le jeu d'argent, le jeu avec l'enjeu, le jeu où on mise quelque chose, était un formidable laboratoire pour explorer la relation des êtres humains avec cette notion de risque. Et le personnage de Dostoïevski, bien connu, est forcément une référence incontournable si on veut s'intéresser au jeu pathologique. Donc aujourd'hui, je ne vais pas faire l'histoire du jeu pathologique, ça serait réellement très compliqué, mais une histoire du jeu pathologique en prenant comme point de départ de la réflexion le travail de Paschasius, Justus turc, dont le titre était Alea sive decuranda et ludendi pecuniam cupiditate, c'est-à-dire du hasard ou du traitement de la passion pour le jeu d'argent. Ce texte date de 1561.
est en pleine renaissance. Et ça vient d'emblée questionner l'histoire traditionnelle généralement proposée pour le jeu pathologique et pour les addictions. Il y a quantité d'articles actuellement dans la littérature qui commencent par le jeu pathologique qui est reconnu comme maladie depuis 1980 avec son entrée dans la 3e édition du DSM. Quant à la maladie addictive, le fait que ce soit des médecins qui se soient occupés de l'addiction, les historiens de l'addiction, les quelques personnes qui s'intéressent à l'histoire des addictions, jusque-là, faisaient remonter à 1784 avec le travail de Benjamin Rush, le fondateur de la psychiatrie américaine, sur l'effet des spiritueux sur le corps et la vie. C'est pourquoi l'histoire des addictions, jusqu'à maintenant, a été surtout l'histoire des substances. L'histoire des drogues, la première d'entre elles, qui a été étudiée, étant l'alcool. Ce qu'on appelle maintenant l'alcool, que Benjamin Rush n'appelait pas encore l'alcool, qu'il appelait les spiritueux, les ardent spirits. Donc, ce texte de 1561, quand j'ai lu un article d'historien, un historien qui s'appelle Toon van Hout, qui est un Hollandais, qui avait publié ce texte dans des Acta Republica Literarum, c'est-à-dire une revue essentiellement lue entre historiens par des historiens entre eux. On s'est dit avec quelques personnes qu'il faudrait absolument réussir à faire traduire ça. Et j'en ai parlé à mon amie Louise Nadeau, qui est professeure de psychologie à Montréal. Et en bonne américaine, elle a réussi à trouver un budget pour pouvoir payer un traducteur. Et on a trouvé un traducteur formidable, la personne de Jean-François Cotier, qui travaille maintenant à Paris 7, qui prend la succession de Florence Dupont, l'antiquisante, et qui a mis plusieurs années à traduire ce texte et qui continue à peaufiner la traduction, parce qu'il part du principe qu'une traduction est un travail éternel. Parce que, il y a toujours des choses à redécouvrir, et puis que comme notre langage évolue aussi, il faut toujours. C'est quelque chose qui se finit jamais. Donc, le travail de Pascal Züss, une version condensée, avec une présentation que j'ai faite avec Louise Nadeau, c'est publié, on peut le trouver, c'est un petit livre qui ne vaut pas cher, mais qui ne se trouve pas en France. Il est publié aux presses de l'Université de Montréal. Mais on peut le commander en ligne, et il ne vaut pas très cher. Le texte de Pascal Züss est tout à fait étonnant. On est en 1561, il commence son texte en disant « Je m'étonne d'être le premier médecin à m'occuper de cette question du jeu, parce qu'il est évident que c'est une maladie terrible qui existe depuis la nuit des temps et que c'est un fléau terrible qui ravage la jeunesse, qui est un vrai problème pour la société. Il faudrait absolument en faire quelque chose. » Il dit très vite aussi que c'est une affaire de médecin, ça n'est pas une affaire de prêtre et ça ne sert à rien de faire des prières, de s'adresser à Dieu, etc. C'est aussi une maladie qui va toucher certaines personnes qui sont vulnérables. Il commence par dire le jeu en soi n'est pas un problème. L'immense majorité des personnes ne fait pas une maladie, c'est un divertissement, etc. Mais chez certaines personnes, le fait de jouer fait se développer la maladie. Donc non seulement on a l'affirmation que c'est une maladie, mais un modèle de maladie bivarié d'interaction entre la personne et le produit. Et là aussi, dans l'histoire canonique des addictions jusqu'à présent, les Nord-Américains font remonter ce modèle à 1935 avec la naissance d'Alcooliques Anonymes. Jusque-là, on était dans un modèle de type intoxication. On peut discuter cette date parce que François Bille, qui est intervenu ici récemment sur la dégénérescence, vous pouvez faire remarquer que la dégénérescence de Morel en 1857 était déjà un modèle, permettait déjà un modèle bivarié, puisque les dégénérés étaient vulnérables, étaient des gens vulnérables, qui étaient vulnérables à ce qu'on appelait les maladies sociales.
à l'époque. Le jeu aurait pu faire partie. Ce modèle de maladie proposé par Pascasus est en quelque sorte un modèle somato-psychique. La vulnérabilité est une question de tempérament. Les gens vulnérables au jeu sont des gens de tempérament sanguin qui réagissent beaucoup, qui réagissent facilement, qui ont des humeurs chaudes. Ce sont ce qu'on appellerait aujourd'hui des impulsifs. Souvent des gens brillants, des gens très intéressants, mais comme ils sont naturellement chauds, le jeu vient apporter chez eux un excès de chaleur, et cet excès de chaleur doit procurer des vapeurs qui montent au cerveau. Et à cette cause première physique succède une cause seconde qui est une cause mentale, c'est l'optimisme irrationnel qui est produit par ces vapeurs. Donc les joueurs se mettent, du fait de cet optimisme irrationnel, à attendre du hasard ce que le hasard ne peut évidemment pas donner, puisque le hasard est par nature imprévisible, incontrôlable, ingouvernable. Donc là aussi, on a un modèle qui correspond à peu près à pas mal de modèles proposés actuellement pour le jeu pathologique. Il y a des gens vulnérables, les impulsifs en font partie. Le jeu déclenche chez eux ce processus, et la clé de voûte pour beaucoup de personnes du jeu pathologique, c'est ces conditions erronées et cet optimisme excessif des joueurs envers le jeu. Le texte de Pascasus est divisé en deux livres. Le premier livre, c'est ce modèle, la description des joueurs, l'explication de ce modèle. Le deuxième livre est consacré au traitement. Quand il commence son livre sur les traitements, il dit « Vous allez croire, alors que j'ai dit que c'était une question d'humeur, de tempérament et d'excès de chaleur des humeurs, vous allez croire que j'ai oublié ma médecine parce que vous vous attendez à ce que je propose des petites pilules, ou des saignées, ou des choses comme ça. » Or, le traitement du jeu, c'est la parole. C'est un traitement par la parole. Et il développe ce traitement par la parole en montrant comment il faut faire appel à la raison des joueurs pour leur expliquer que c'est une erreur de se fier au hasard, que le hasard n'est pas contrôlable, etc. Comme c'est une idée qui est difficile à extirper, il faut qu'ils apprennent par cœur un certain nombre de formules et qu'ils soient prêts à se les réciter au cas où les tentations reviennent, où ils aient envie de rejouer, etc. Et il présente son livre comme ce qu'on appelle aujourd'hui des manuels de self-help. Il dit d'ailleurs, les joueurs devraient garder ce livre avec eux pour pouvoir le relire de temps en temps et se persuader. Voilà. Donc on a cette chose tout à fait étonnante. On a, à une époque où on pensait que la maladie addictive n'était pas du tout pensable, on était uniquement dans un modèle religieux, dans un modèle moral, etc. Un texte qui non seulement tient la route au niveau du modèle de maladie, mais qui correspond presque trait pour trait à la fois aux modèles à certains modèles qui sont proposés pour expliquer le jeu pathologique aujourd'hui, et un traitement qui pourrait tout à fait ressembler au TCC de restructuration cognitive, comme ils sont proposés aujourd'hui comme traitement du jeu excessif. Ça pose, à mon avis, beaucoup de questions, et c'est là que, à mon avis, l'histoire devrait non seulement être modifiée quand elle est sur des addictions, mais qu'elle devrait être beaucoup plus souvent convoquée dans les débats les plus contemporains sur la nature des addictions, le fait qu'il s'agisse de vraies maladies ou pas. Est-ce que les addictions sans substance sont du même ordre que les addictions avec substance, etc. Je pense qu'on aura là plusieurs champs de réflexion. Le premier champ d'interrogation qui vient, c'est de quels éléments pouvait disposer Pascasus au XVIe siècle pour réussir à construire un modèle aussi proche des nôtres.
ça pose la question de qu'est-ce qu'il y avait avant et comment ça pouvait être traité, ces questions-là, auparavant. La deuxième question, c'est comment se fait-il que ce texte qui nous paraît, quand on le lit, avoir des siècles d'avance, n'a pas eu un impact sociétal quelconque. Il n'a pas été méconnu, il a été réédité 3 fois pendant un siècle, mais il n'y a pas eu d'autres discours médicaux sur le jeu pathologique. Personne n'a repris l'idée que le jeu excessif devait être considéré comme une maladie. Il n'y a pas eu d'école qui s'est emparée de ça. Il faut attendre 1980 pour que ça devienne dans le DSM, il faut attendre 2013 pour que le même DSM range le jeu pathologique dans les addictions au même niveau que les addictions avec substance. Donc, ces deux sources d'étonnement. Il y a une troisième, si en même temps, qu'il faudrait réussir à aborder aussi, c'est pourquoi les cognitions erronées passent aujourd'hui pour l'alpha et l'oméga de la compréhension et du traitement du jeu pathologique dans beaucoup d'articles, alors que c'est déjà pensable au XVIe siècle. Comment se fait-il qu'on ne se soit pas précipité beaucoup plus tôt là-dessus, dès qu'on a voulu comprendre ou soigner des joueurs excessifs? Donc le premier point, c'est quelles sont les sources de Pascasius? De quoi Pascasius pouvait disposer pour construire ce modèle? Il y avait des éléments d'un vécu très direct. D'après un des préfaciers d'une de ses éditions, il était lui-même un joueur excessif. Et on n'est pas sûr qu'il ait réussi à se guérir. Donc, il avait accès au vécu intime du joueur excessif, et en participant à des séquences de jeu, il a recueilli quantité d'anecdotes, d'histoires qu'il raconte dans son livre sur les extrémités invraisemblables auxquelles arrivent les joueurs complètement ruinés pour réussir à continuer à jouer. Un autre élément important de conjoncture à son époque, c'est qu'il enseigne, il travaille à Pavie et à Bologne en même temps, à la même époque, que le plus grand médecin de l'époque, qui est Jérôme Cardan. Jérôme Cardan, qui est un personnage étonnant qu'on connaît toujours, puisque les mathématiciens connaissent toujours des équations de Cardan, et on connaît en mécanique les joints de Cardan. Les transmissions de Cardan, tout ça vient de lui, c'est lui qui a popularisé ces découvertes au XVIe siècle. Cardan est un personnage qui a un pied dans le Moyen-Âge. C'est un très grand médecin, mais c'est aussi un grand astrologue. C'est ce qui lui vaudra d'être embastillé un moment par un pape qu'il n'aimait pas trop, parce qu'il avait osé faire l'horoscope du Christ, ce qui n'était pas correct. Mais il avait un pied dans la modernité la plus actuelle, parce que c'est le premier mathématicien qui a essayé de poser les bases du calcul des probabilités. À partir de questions sur le jeu, il a essayé de faire des modèles mathématiques pour essayer de prédire quel était le pourcentage de chance que quelqu'un gagne ou pas dans certaines situations. Il a échoué mathématiquement, ses solutions n'étaient pas correctes, mais il a essayé, ce qui montre bien que pour lui, le hasard était réellement la même chose que pour nous, c'est-à-dire du hasard, à une époque où pour beaucoup de personnes, et pour beaucoup de théologiens surtout, le hasard n'existait pas, il n'existait que la providence divine. C'est une des raisons pour lesquelles le jeu a longtemps été sulfureux et interdit, c'est que chaque dé qui roulait à la surface de la Terre était une question posée à Dieu, et Dieu était obligé de donner la bonne réponse à chaque fois, et donc le hasard fatiguait Dieu, donc il fallait arrêter de jouer pour pas encombrer le standard de Dieu qui était complètement saturé. Donc Pascasius était probablement un élève d'un collège de Cardan, et il partageait probablement les mêmes conceptions. Mais au niveau théorique, de quoi disposaient-ils tous les deux, et Cardan et Pascasius, au niveau médical? Leur grande référence
à tous les deux, c'était Galien. Galien, probablement le plus grand médecin de tous les temps, qui ne pourrait jamais être dépassé, parce que sa théorie a dominé le discours médical pendant près de 1500 ans. Donc on commence à arrêter. Il arrête d'être la référence absolue à cette époque-là. Parce qu'à peu près en même temps que Pascasius, il y a Vézal qui publie ces éléments d'anatomie. Et l'anatomie de Vézal est la première publication qui va contredire sur beaucoup de points les théories de Galien. Il cite aussi beaucoup d'auteurs latins, alors bien sûr Ovide, Virgile, l'Énéide, et son autre grande référence, c'est Aristote, qui cite comme s'il s'agissait d'un médecin, enfin, qui a aussi tout un discours sur la physiologie, sur toutes ces choses. Ça pose donc la question, on a essayé d'en débattre avec Jean-François Cotier et Florence Dupont, de comment, est-ce que les anciens pouvaient être addicts, et comment étaient traitées les questions qui aujourd'hui sont les questions d'addiction dans l'Antiquité, chez les Grecs et chez les Romains. Alors, dans le livre de Florence Dupont sur l'érotisme masculin à Rome, elle décrit deux types d'addicts, par exemple, qui montrent bien que ça pouvait exister. Un type d'addict, c'est les goulosos. Les goulosos, qui sont des gens qui sont complètement accros au banquet, qui se ruinent au banquet, qui finissent par devenir des parasites qui vont de banquet en banquet, et qui sont une variété de boulimiques excessives, des boulimiques mondains, on pourrait dire, comme il y a aujourd'hui les alcooliques mondains. Et le deuxième type d'addict qu'elle décrit, c'est les deux fois où elle emploie le terme addiction dans son livre, c'est les mollis. Les mollis qui sont des addicts au sexe. Des gens qui ne pensent qu'à ça, qui ne font que ça, des partenaires du même sexe, de l'autre sexe, à un sens dans l'autre, etc. Donc c'était déjà décrit et pensable. Mais comment c'était théorisé? On sait aussi dans la littérature grecque que depuis très longtemps on connaissait les notions d'intoxication et de craving. On voit ça à l'évidence dans Homère. Ulysse réussit à endormir le Cyclope parce qu'il lui fait boire un vin qui est très très bon, mais qui est tellement fort que normalement il doit être dilué dans 7 ou 10 fois son volume d'eau. Il lui donne pur et le centaure s'écroule complètement, il tient un coma et Ulysse peut lui crever l'œil. Il a réussi à s'échapper. Et c'est le même Ulysse qui sait très bien ce qu'est le craving, parce que quand il va traverser la mer des sirènes, il sait qu'il va être, s'il entend le chant des sirènes, l'objet d'une pulsion irrésistible. Ça va être plus fort que lui. Il va passer par-dessus bord, il va sauter, alors il se fait attacher au vin par ses marins pour ne pas sauter. Eux, il leur fait mettre des bouchons dans les oreilles pour être sûr qu'ils n'entendent pas le chant des sirènes. C'est comme ça qu'il a réussi à passer, parce que lui sait qu'il aurait été victime de cette impulsion irrésistible. Et la formule qui peut résumer l'addiction, si on définit l'addiction, comme à mon avis il faudrait le faire, comme le fait que la personne concernée elle-même veuille réduire ou cesser sa conduite, mais n'y parvient pas, c'est ce qui fait qu'elle demande de l'aide, et c'est ce qui légitime notre intervention en tant que thérapeute. L'addiction est toute commencée dans cette formule du c'est plus fort que moi. C'est la formule de la Médée d'Ovide, quand elle dit vidéo meliora, détériora ses corps, je vois le bien, je l'aime et je fais le mal. C'est la formule qui est reprise par Pascasius. Donc, dans la littérature, c'est quelque chose d'évident. L'autre exemple qu'il donne est celui de Didon et Énée qui réussit à dépasser le lien passionnel et à suivre le devoir et la raison, alors que Didon succombe.
et finit par en mourir. Et c'est là, je pense, que une grande part de la manière dont les anciens et les philosophes grecs et les latins ont traité ce qui est aujourd'hui le problème d'addiction, c'est à travers la question de la passion. De la passion qui pour eux est évidemment ce qu'il faut éviter et ce qui est de l'ordre du pathologique. Avec des histoires édifiantes, Pyrame et Thisbé, ces histoires d'amour passionnel qui finissent par la mort, qui devait avoir à l'époque une vertu préventive. C'était l'exemple de ce qu'il fallait ne pas faire. On a retourné ça de nos jours. Roméo et Juliette, Tristan et Iseult, les histoires qui sont un peu des répliques de ces histoires-là, deviennent au contraire un modèle de ce qu'il faut être, de ce qu'il faut vivre. Donc, la philosophie, bien sûr, traite ça. Le livre de Julia Cissard, par exemple, Le plaisir et le mal, montre bien comment l'important pour Platon dans la philosophie, c'est de réussir à ce que la raison puisse contrôler les pulsions. Il faut que le nous contrôle le thumos, contrôle l'épithymia, que l'âme supérieure contrôle les autres âmes, comme aujourd'hui il faut que le néocortex puisse contrôler les cerveaux archaïques qui se manifestent à travers le désir et les pulsions. Julia Cissard montre comment la crainte de l'excès de recherche du plaisir, le fait qu'il faut user des plaisirs avec modération, c'est la peur que le plaisir se transforme en un désir à la fois engloutissant et inassouvissable. Il fait le parallèle avec le désir vu par la psychanalyse, particulièrement par Lacan, et le lien aussi avec la drogue, en disant que finalement la plus belle expression contemporaine de ce désir engloutissant, sans fond et qui finit par la mort, c'est la drogue racontée par William Burroughs dans son livre Junkie, par exemple. Il donne des images que raconte Platon pour expliquer ça, où il donne ces images de jarres sans fond qu'il faut réussir à remplir par le haut parce qu'elles se vident en permanence contre le bas, ou des pluviers qui sont des oiseaux qui engloutissent en permanence de la nourriture parce qu'ils se vident en permanence aussi par l'anus. Si on tombe sous l'emprise de ce désir inassouvissable, on va être comme ça conduit à consommer sans arrêt parce que ce désir est sans fond, il n'est jamais tout à fait assouvi. Donc je pense que toute la littérature sur les passions contient la réflexion et pourrait être en grande partie toujours d'actualité sur ce qui concerne tout un pan des réflexions sur les addictions. Il y en a un autre où là, probablement les anciens avaient une vision différente de la nôtre. C'est la question de la dépendance. C'est évident que perception la notion de dépendance ne pouvait pas être la même dans un monde où une majorité de l'humanité était à la fois soumise et dépendante d'une minorité. Il y avait des esclaves, il y avait des femmes, il y avait tous ces gens qui n'étaient pas réellement libres, alors qu'on est aujourd'hui dans un monde où l'idéal est un idéal d'autonomie individuelle et où la dépendance est forcément vécue comme quelque chose de problématique. La manière dont est traitée ce qui est aujourd'hui la dépendance, qui peut être une dépendance psychologique, qui devient une dépendance physique, comme pour les drogues, c'est à mon avis la question de l'habitude chez les anciens, à partir de la formule d'Aristote dans l'éthique à Nicomaque, selon laquelle l'habitude devient une seconde nature. L'habitude qui devient une seconde nature, on voit bien comment ça peut être
une pratique répétée, celle du jeu par exemple, qui finit par devenir ancrée dans le physiologique, pour faire plaisir aux nida nord-américains, perturber les circuits cérébraux de manière durable et conduire ce qu'ils pensent être une maladie chronique du cerveau. L'habitude devient une seconde nature. Cette différence de perception est probablement pourquoi Sénèque d'abord, dans sa célèbre 83e lettre à Lucilius, parle de l'alcoolisme en disant, enfin de ce qu'on appelle aujourd'hui l'alcoolisme, en disant que l'ivresse aiguë est un énorme problème. On peut faire des énormes bêtises. Alexandre poignarde son meilleur copain parce qu'il est complètement bourré, le lendemain il s'en veut beaucoup, mais c'est trop tard, etc. Mais le fait de boire régulièrement, de ne pas pouvoir se passer d'alcool, ça c'est pas un problème. Il y a des gens très très bien qui passent leur temps à boire et qui sont des gens tout à fait honorables, à qui on peut faire confiance. Il cite un sénateur qui est un grand Romain en qui tout le monde a confiance et qu'il faut régulièrement sortir du Sénat sur un brancard parce qu'il est complètement dans le potage parce qu'il a trop bu. Et Galien, dans son œuvre monumentale, a fait un traité des habitudes. Il explique clairement dans son traité des habitudes qu'il faut connaître, le médecin doit connaître absolument les habitudes de son patient, parce que si le patient a l'habitude de boire du vin rouge très régulièrement, il faut absolument pouvoir lui donner du vin rouge très régulièrement. Il ne faut surtout pas lutter contre ces habitudes. Autrement dit, l'habitude étant devenue une seconde nature, le devoir du médecin, c'est de ne pas contrarier la nature. On voit bien qu'il serait plus du côté de la substitution que du sevrage bloc, comme des toxicomanies. On voit bien aussi qu'ils ont de ce mécanisme de dépendance une vision plutôt positive, parce que cette dépendance ressemble à l'entraînement. Les sportifs doivent prendre l'habitude de faire des efforts, de travailler pour pouvoir développer leur corps, leur habileté, etc. Les intellectuels doivent s'obliger à faire des efforts de mémorisation pour travailler, c'est la mnémotechnique, pour travailler leur mémoire. C'est la raison pour laquelle Homère était aveugle, parce qu'il fallait un aède aveugle pour pouvoir montrer au monde entier comment les Grecs étaient capables de se souvenir de tout, de raconter l'Iliade et l'Odyssée uniquement de tête, sans écriture. Donc, cette vision plutôt finalement positive et de la dépendance, parce que c'est ce qui permet, à travers l'habitude, par exemple, aux esclaves de supporter leurs conditions, aux gens qui au début peuvent trouver ça très désagréable, finalement on s'habitue à tout, ça permet de supporter quantité de choses. Donc, à mon avis, sur le versant passion, craving, impulsion irrésistible, on est très proche de nos discours au niveau de la dépendance et des problèmes que pose la notion même de dépendance. Il y a probablement une vraie différence avec les anciens. Mais pour finir sur ce champ de réflexion sur les anciens, je pense que l'important c'est de noter que ce que font les neurobiologistes actuellement est probablement plus intéressant que ce qu'ils croient faire. Ils croient qu'ils vont faire trouver un mécanisme de l'addiction. On pourra aller, dans leur rêve, on pourrait aller au laboratoire d'analyse pour avoir un marqueur. Vous savez, vous êtes addict, vous n'êtes pas addict, etc. Alors qu'ils travaillent sur des mécanismes profonds qui intéressent l'humanité depuis la nuit des temps, depuis Homère, depuis Platon, depuis Aristote et toute cette philosophie grecque, la philosophie de Platon, Aristote, Épicure, Zénon, le stoïcisme, peut être vu, à mon avis, comme un grand plan de prévention des addictions. C'est vraiment une manière de faire en sorte de ne pas devenir addict. Si on relit sous cet angle-là, on s'aperçoit que c'est un de leurs impératifs fondamentaux. À une époque où les frontières, évidemment, entre philosophie, médecine ne sont pas évidentes. Il
Hippocrate est un médecin, Aristote un philosophe, mais Aristote s'occupe aussi de physiologie, de biologie, etc. Et Pascasius, par exemple, à la Renaissance, se présente comme philosophe, médecin. Tous les médecins de l'époque se présentent comme philosophes et médecins. Donc voilà, l'autre grande question, c'est pourquoi Pascasius, qui est aussi important, intéressant et aussi en avance, n'a pas fait écho. Là aussi, il y a des réponses conjoncturelles. 1561, c'est en plein dans le Concile de Trente, les catholiques sont en train de préparer leur contre-réforme, ça va aboutir à l'affirmation que le protestantisme est une hérésie et l'Inquisition va commencer assez vite. Au moment où Pascasius écrit, Copernic a déjà écrit que son système héliocentrique, mais c'est une publication qui est restée assez confidentielle, qui n'a pas posé de problème. Par la suite, après Pascasius, Giordano Bruno, des années plus tard, sera brûlé sur le Campo dei Fiori à Rome, et des années plus tard encore, Galilée sera obligé d'abjurer ces théories. Donc il va y avoir probablement une chape de plomb religieuse, et quelqu'un qui continuerait à dire trop ouvertement que le hasard n'a rien à voir avec la volonté divine, etc., aurait probablement eu des problèmes. Pascasius est d'ailleurs retourné en Flandre, en pays protestant, où il a fini sa vie comme un grand médecin. Donc ça, c'est un élément. Mais ça n'aurait pas dû durer jusqu'à 1980. C'est pas vrai, parce que un siècle après Pascasius, en 1654, Pascal et Fermat publient les vraies bases du vrai calcul des probabilités. Et à partir de là, va se développer toute la logique du monde des assurances, de la spéculation boursière, tout le champ de l'économie qui aujourd'hui dirige le monde. Donc à partir de cette époque-là, plus personne ne peut croire que le hasard n'existe pas et que tout ce qui se passe par hasard est le fruit d'une volonté divine. Les quelques personnes qui ont écrit sur Pascasius après lui, qui l'ont cité, j'en ai trouvé que trois. Jean-Baptiste Thiers, vers 1680, qui est un curé, qui dit Pascasius c'est intéressant pour certains joueurs, ça peut peut-être les aider à arrêter. Il y a Jean Barbeyrac, au début du XVIIIe siècle, en 1710, qui écrit un traité sur le jeu et qui dit que dans Pascasius, il n'y a que du latin et de la mauvaise philosophie. Manifestement, il ne comprend pas du tout ce que Pascasius a essayé de faire. Ça ne lui dit rien du tout. Après ça, il y a Jean Dussault, 1770, qui fait aussi un traité sur le jeu, et qui lui dit que Pascasius est intéressant pour les anecdotes qu'il dit, mais ça n'a pas d'intérêt pour la compréhension du jeu, c'est aucun intérêt. Autrement dit, c'est l'idée même de maladie qui leur paraît tellement peu pertinente qu'ils n'essayent même pas de comprendre ce que dit Pascasius. Et pourquoi? Probablement parce que leur préoccupation à tous, et la préoccupation pour la société, c'est de savoir s'il faut permettre le jeu, s'il faut l'interdire, comment il faut canaliser. Par quoi peut-on remplacer le vieil interdit théologique qui consistait à ne pas tenter Dieu? La réponse de Barbeyrac, par exemple, sera plutôt libérale. Il dit, après tout, c'est un contrat entre des hommes conscients de quoi ils s'engagent, et un contrat, ça doit être respecté, et si les joueurs sont ruinés, qui finissent par se suicider, etc., ben c'est de leur faute, ils avaient qu'à pas faire ce contrat, c'est leur problème. Alors que la réponse de Dussault sera le contraire. C'est tellement dangereux, ça entraîne tellement de catastrophes, ça entraîne tellement de troubles pour la société qu'il faut interdire le jeu. C'est complètement prohibitionniste. Et donc à cette réponse, le fait que ce soit ou pas une maladie dans certains cas, c'est pas du tout un élément de réponse. Ce
qui pose une idée et deux questions. C'est probablement pourquoi, tout de suite après Dussault, 1784, là, il y a l'idée d'une maladie qui va prendre, autour du travail de Rush sur l'intempérance et les spiritueux, parce que c'est un modèle de maladie qui est un modèle d'intoxication. Autrement dit, ce qui va faire le succès pendant presque un siècle du travail de Benjamin Rush sur l'ivrognerie, c'est le fait qu'il est tout à fait compatible avec une logique de prohibition. Comme c'est une intoxication, comme le saturnisme, le botulisme, une intoxication médicale, c'est un poison. Comme il s'agit d'un poison, c'est très logique de l'interdire. Ce qui fait que ce texte va être cité, recité, etc., c'est surtout qu'il va servir de fer de lance aux croisades prohibitionnistes qui vont aboutir à la prohibition de l'alcool en Amérique du Nord en 1919. Autrement dit, la maladie est devenue utile à partir du moment où elle était un levier pour prendre une décision qui était une décision politique de prohibition. Là, c'est devenu quelque chose d'important. Et je pense que c'est la question qui se pose aujourd'hui pour toutes les addictions. On s'aperçoit qu'on met en avant la maladie addictive pour réfléchir à des modes de régulation de ces objets d'addiction. J'ai glapi pendant une dizaine d'années avec quelques autres pour que le jeu pathologique soit pris en compte comme un problème de santé publique. Et on a fini par être entendu, c'est formidable, il y a une loi de 2010 qui dit qu'il faut lutter contre l'addiction, protéger la jeunesse, etc. Et donc la maladie a été utile, c'est pour ça qu'on peut dire que le jeu, que c'est utile, ça a été utile de dire que le jeu pathologique c'est une maladie. Mais les vraies raisons, c'est surtout que le jeu sur Internet existait, que personne n'arrivait à endiguer ce phénomène, et ça faisait beaucoup d'argent qui échappait au contrôle de l'État, qui n'était pas taxé, donc l'idée était d'essayer de canaliser le phénomène en organisant le jeu en ligne légalement. Il y avait aussi des injonctions des commissions européennes pour que, puisque l'État était un monopole, détenait le monopole des jeux, il fallait le justifier. Comment justifier le monopole du jeu si on disait que le jeu était une marchandise comme une autre, que c'était pas du tout interdit, etc. Donc, la maladie, c'est pas qu'elle n'existe pas, le fait que des personnes veuillent réduire, n'arrivent pas à réduire et ont besoin d'aide pour ça, c'est ça, à mon avis, qui justifie le terme de maladie. Subjectivement, c'est une maladie parce qu'ils se sentent aux prises avec quelque chose qui leur échappe. Donc oui, ça c'est une maladie. Mais toutes les politiques qui concernent les objets d'addiction sont présentées très souvent comme la prévention de l'addiction. Or, il ne s'agit pas du tout de prévenir une maladie, il s'agit de réduire les dommages liés à une pratique. Et c'est une logique tout à fait différente. C'est vrai pour le jeu. Si on dit aux gens, faites attention, ne misez pas, ne jouez jamais à crédit, vous allez vous retrouver surendetté, etc. C'est pas pour qu'ils ne deviennent pas accros au jeu et qu'ils aient besoin de venir consulter. C'est pour pas qu'ils se surendettent et qu'ils se suicident. Et ça n'a rien à voir avec l'addiction clinique. Si on demande aux jeunes qui vont dans des soirées qu'il y en ait un qui ne boivent pas pour accompagner les autres en voiture, c'est pas pour qu'ils ne deviennent pas alcooliques et qu'ils aient besoin d'aller consulter un centre d'alcoolologie. C'est pour qu'ils ne se tuent pas en voiture. C'est tout. Et ces problèmes, qui ne sont pas du tout les problèmes de maladie, sont beaucoup plus importants pour toutes les addictions que le petit nombre de patients qui viennent nous voir, qui deviennent nos patients et qui ont besoin d'aide pour arrêter. C'est vrai pour les drogues aussi, c'est vrai. La majorité des gens qui essayent des drogues ne deviennent pas accros. La majorité des gens même qui consomment régulièrement ne sont pas forcément accros. Mais il suffit d'une expérience d'injection pour choper le sida. Il faut réduire les risques, indépendamment de l'existence ou pas de la maladie. Autrement dit, le champ de la santé publique et le champ de la clinique sont des champs très différents dans leur logique, dans leur mode d'intervention. Il ne faut pas croire que nos discours cliniques peuvent être facilement transposés
et servir de discours de santé publique. C'est le prevention paradoxe de Giuffréros qu'il a montré même pour des choses comme l'hypertension artérielle, etc. Il faut se méfier des discours qu'il y a, il faut se méfier des discours sur l'obésité, par exemple. J'ai vu il y a des années, le quotidien du médecin faisait un numéro spécial sur l'obésité régulièrement. Et il y avait des articles pointus sur la génétique de l'obésité, la psychologie de la boulimie, des choses comme ça. Mais c'était sponsorisé par Guigos, Nestlé, les gens de l'agroalimentaire qui avaient tout intérêt à ce que ce soit une maladie génétique, un problème psychanalytique remontant à la petite enfance, surmontant au McDonald's, aux boissons sucrées, etc. Donc il faut beaucoup se méfier de ça. Et c'est pour ça, je pense que les gens du Sceau, Barbera, etc., qui ne tenaient pas compte du discours de Pascasius, dans leur optique à eux, n'avaient pas tort. Leur préoccupation, c'était une préoccupation politique, de santé, éventuellement, mais surtout de politique politicienne, et l'idée de maladie ne leur servait à rien. Et on voit bien pourquoi, pour l'alcool, ça a servi, parce que c'était compatible avec l'idée de la prohibition, puis de la régulation, etc. Ça pose la question du rôle qu'on peut nous faire jouer aujourd'hui en tant que cliniciens, comme justification de discours politiques. Le troisième champ, donc si j'ai encore un peu de temps, je voulais aborder, c'est cette question des cognitions erronées, des croyances erronées des joueurs. Parce que ça c'est la quintessence de l'hypermodernisme en matière de jeux pathologiques, la restructuration cognitive, le traitement mis en avant par quantité d'articles dans la littérature, alors que ça aussi c'est contenu dans le texte de 1561 de Pascasius comme une évidence. C'était encore plus évident depuis les travaux de Pascal, depuis les probabilités, etc. Ça remonte à 1654, donc ça ne vient pas des années récentes. On redécouvre ça en 1960 avec les travaux d'un sociologue qui s'aperçoit que les joueurs de dés lancent le dé très doucement s'ils veulent faire un et 2, ils lancent très fort s'ils veulent faire un 6. Et après, il y a Hélène Langer, une psychologue de Harvard en 70, qui s'aperçoit que si on fait jouer les gens à pile ou face en truquant un logiciel d'ordinateur, en les faisant perdre de plus en plus, ils pensent qu'ils n'ont vraiment pas de chance. Par contre, si on les fait gagner de plus en plus, ils sont persuadés qu'ils ont appris, qu'ils sont devenus des champions. Ils sont devenus des champions de pile ou face. C'est comme ça. Et à partir de là, Robert Ladouceur au Québec a développé tout un dispositif pour étudier de très près toutes les cognitions des joueurs, l'erreur du joueur, etc. Toutes ces cognitions erronées. Et il a fait pour ça un dispositif amusant. Il demande aux joueurs d'avoir un magnétophone en permanence et de parler à voix haute pendant qu'ils jouent, pendant les séquences de jeu. Parce que, dit-il, il faut étudier les croyances des joueurs pendant qu'ils sont à chaud. Le joueur à froid ne va pas avoir les mêmes croyances et cognitions. Et donc l'idée de la restructuration cognitive, c'est d'apprendre, essentiellement à la base, au fond, c'est d'apprendre aux joueurs que le hasard, c'est pas du hasard, que c'est une erreur de se fier, tout ce que proposait déjà Pascasius en 1561. Pourquoi aussitôt? Parce que les gens qui se sont intéressés alors au jeu, après Pascal, ont transformé le jeu en un objet digne, un objet noble, un objet digne de recherche philosophique et de recherche de sciences humaines. Et la question a plus été quel est le sens du jeu pour les joueurs, quelle est la place du jeu dans la société, ça va être les travaux de Usaga, de Caillois, tous ces gens-là, et quelle est la place du jeu dans le psychisme, c'est les travaux de Winnicott sur le jeu, mais c'est des travaux psychologiques sur le jeu lui-même. Le premier texte que j'ai trouvé qui cite les croyances erronées, c'est un article d'un psychologue américain qui s'appelle Clemens Franz, qui écrit en 1900 un article qui s'appelle The Gambling Impulse. Et il cite anecdotiquement le fait qu'il a vu dans les casinos
des gens qui étaient persuadés que c'est parce qu'ils avaient été bons, qu'ils avaient été habiles, qu'ils avaient gagné, alors qu'ils jouaient à la roulette, à un jeu de hasard pur, etc. Donc il décrit très bien la chose, mais ça ne le passionne pas, c'est pas son sujet. Son sujet, c'était plutôt mon sujet quand j'ai écrit sur les conduites organiques, c'était pourquoi certaines personnes prennent des risques et d'autres ne prennent pas de risques. Il fait même une expérience intéressante en comparant les réponses des élèves dans une école si on propose un jour de vacances ou une chance sur deux d'avoir 2 jours de vacances. L'espérance mathématique égale, qui va choisir le risque plutôt que la certitude. Et il s'aperçoit que les preneurs de risque, ceux qui choisissent le risque, c'est à partir de 16 ans, les garçons. Alors que les filles, les enfants avant 16 ans choisissent la sécurité. À partir de 16 ans, il y a une séparation, à l'époque, en 1900, entre les filles et les garçons devenant des preneurs de risques. Après, pendant longtemps, les discours dominants sur le jeu, sur les explications du jeu, ça va être des discours psychédéliques. Pendant longtemps, le premier, c'est un certain von Attinghüber, qui en 1914 écrit un article sur Angstlust und Analerotik, sur le plaisir de la peur et l'érotisme anal. Son idée, lui, c'est un peu le même genre de question, mais c'est, en gros, ça serait pourquoi il y a des gens qui aiment faire des montagnes russes, regarder des films d'horreur, pourquoi on aime se faire peur. Et le jeu, pour lui, c'est ça, c'est que les gens aiment à se faire peur. Et il relie ça à l'érotisme anal parce que ça serait un besoin de maîtrise que Freud plus tard appellerait une Bemächtigungstrieb, une pulsion d'emprise. Un besoin de contrôler ce qui autrement pourrait nous faire peur. Donc, après, il y a bien sûr l'article de Freud sur Dostoïevski et le meurtre du père en 1928, où c'est pour Freud évident, dit-il, que la passion du jeu pour Dostoïevski est une passion pathologique, c'est vraiment une maladie, mais c'est évident aussi pour lui que non seulement Dostoïevski ne joue pas pour gagner, mais il joue plutôt pour perdre, et étant puni, soulagé d'une culpabilité inconsciente qui lui permet par la suite de faire quelques pas sur la voie du succès. Par la suite, il va y avoir Fénichel en 1945, dans la théorie psychanalytique des névroses, qui va introduire la notion de toxicomanie sans drogue, notamment à propos du jeu pathologique. Et enfin, il va y avoir Edmund Bergler en 1957 qui publie Psychology of Gambling, où il relie le jeu à ce qu'il appelle la névrose de base, qui serait un maintien à un stade d'oralité chez des personnes qui sont souvent des chercheurs de succès, des gens qui ont absolument besoin de récompenses immédiates, de succès dans la vie, de beaucoup d'argent, etc., qui sont des gloutons éternels. Après, la chose se tarit un peu et le jeu ne passionne plus grand monde. Sauf Lacan, quand il s'intéresse, cité pour faire plaisir à Guillaume, quand il s'intéresse dans le séminaire sur la lettre volée, à la théorie des jeux, je lui donne beaucoup d'exemples, la théorie des jeux, et où il a cette phrase impressionnante où il dit « Qu'es-tu, figure du dé, que je retourne dans ta rencontre avec ma fortune ?» entre parenthèses, rencontre, entre parenthèses, tuquée avec ma fortune, rien, sinon cette présence de la mort qui fait de la vie humaine ce sourcil obtenu de matin en matin, au nom des significations dont on signe et la houlette. C'est la question du joueur, l'automaton du hasard. Et on voit bien comment Lacan convoque la physique aristotélicienne pour parler du hasard. Tuquet et automaton étant deux causes de la physique aristotélicienne qui correspondent à notre hasard contemporain, automaton étant pour Lacan de l'ordre du symbolique, étant
pour Aristote, ce qui se produit de soi-même, c'est-à-dire le hasard pur, il n'y a pas de cause antérieure. Tuké étant au contraire la chance, la fortune, c'est le nom grec de la déesse fortune. Donc on voit bien que les gens ont cherché non pas les mécanismes du jeu pathologique, mais le sens profond que prenait le jeu pour les joueurs en partant du principe que le gain d'argent n'était pas forcément la motivation des joueurs. C'est ce qu'avait très bien compris Pascal lui-même d'ailleurs. Parce que quand il s'interroge sur le jeu, il y a cette phrase dans les pensées où il dit « Tel homme vit sa vie sans ennui en jouant tous les jours peu de choses. Donnons-lui chaque matin tout ce qu'il pourrait gagner dans la journée en jouant, il dira que ça ne l'échauffe pas et qu'il n'y a aucun intérêt à faire ça. Proposons-lui au contraire de jouer mais sans qu'il y ait d'enjeu d'argent, il dira que ça manque de piquant, enfin je ne sais plus la formule exacte, et que donc ça n'a aucun intérêt. Et il conclut en disant il faut donc que le joueur se pipe lui-même et se fasse peur comme les enfants se font peur à l'aide du visage qu'ils ont barbouillé. C'est un peu une manière de convoquer une idole fantasmagorique pour réussir à se faire peur à soi-même. Et la plupart des théories psychologiques, psychanalytiques ou autres, sur les motivations des joueurs se fondent sur cette idée qu'une séquence de jeu, c'est une manière pour le joueur de convoquer ses puissances supérieures, ses puissances parentales vues par un enfant, que sont la chance qui représenterait la mère protectrice, ou le destin punisseur à travers la perte qui représenterait le père et la loi. Autrement dit, c'est pour toutes ces personnes, tous ces chercheurs, c'est pour régresser dans un univers de cognition erronée que les joueurs jouent. C'est pas du tout pour gagner de l'argent. Et on peut se demander si le fait que les cognitions erronées des joueurs soient devenues aujourd'hui aussi importantes ne tient pas plutôt à l'état de notre société qu'à une vraie découverte sur la pratique des joueurs. On est en effet dans une société où les discours dominants en économie sont des discours ultra-libéraux et où les discours dominants au niveau de la société sont des discours d'autonomie individuelle. On peut penser que dans ce monde-là, chaque individu dans une société d'hyperconsommation peut facilement être considéré comme un individu économiquement rationnel qui doit se comporter comme une petite entreprise dont le devoir devrait être de minimiser les pertes et de maximiser les gains, comme si tout le monde, en gros, ne pensait qu'au pognon. Et je pense que ça aussi, c'est de nature à nous faire réfléchir sur les grands cadres dans lesquels on forme nos conceptions cliniques. Voilà. Discuter. Merci beaucoup pour cet exposé passionnant. Vous traversez comme ça les siècles avec une érudition. Il y a très cavalier. Très cavalier. C'est très impressionnant. Qu'est-ce que je vais vous poser comme question? Oui. Donc, vous montrez bien, finalement, donc, à rebours de tout un tas de conceptions contemporaines, finalement, que toutes ces questions sont très anciennes, finalement, et que, notamment, l'idée qu'on serait dans une société de la consommation, une société capitaliste, justement, qui chercherait à nous rendre dépendants de tout cet objet de consommation auquel nous avons affaire, finalement, ça ne permet pas d'expliquer complètement
les problèmes que l'on rencontre oui, en oui, clinique. oui, on s'est demandé, on se demande d'ailleurs toujours si les addictions, certaines addictions ne seraient pas ce que Ian Hacking appelle des maladies mentales provisoires. Parce que ce n'est pas juste le produit d'une culture à une époque donnée qui ouvre une niche écologique qui permet à une maladie d'être au premier plan et puis elle disparaîtra. Après, c'est la question qu'on s'est posée à propos d'Internet et de la cyberaddiction ou de l'addiction aux jeux vidéo, par exemple. Du moment que la société est très ambivalente envers un objet, la tentation de faire une maladie pour séparer les mauvais usages des bons usages est évidente. Et c'est un peu ce qu'on est en train de faire avec les écrans. C'est-à-dire que quand j'ai dit à Marmottan, on a des demandes pour les jeux vidéo, parce qu'on avait dit qu'on avait une consultation en jeu, il y a des gens qui ont voulu consulter pour les jeux vidéo. J'ai osé dire ça publiquement, j'ai reçu une volée de bois vert de tout le monde, de tisserands, de tous les gens qui s'occupaient, qui essayaient de comprendre un peu les jeux vidéo en pédoxie, etc. Parce que pour eux, les jeux vidéo, c'était bien, c'était quelque chose. Et je suis passé pour un anti-jeu vidéo, ce qui n'était pas du tout le cas. J'ai passé mon temps à leur expliquer, mais j'ai vu des gens à qui ça posait problème. Voilà, c'est tout ce que je ne dis, rien d'autre que ça. Mais tout de suite, ils ont cru que je disais qu'il fallait interdire les jeux vidéo, que je voulais en fabriquer un problème, comme pour l'héroïne. Voilà, je disais, comme c'était Marmottan en plus, héroïne, cocaïne, crack, je disais que les jeux vidéo c'était ça. Donc non, ouais, j'ai passé mon temps à leur expliquer, mais enfin je pense que les boulimiques, ça peut tout à fait être une addiction. Je ne suis pas contre les aliments. Je ne veux pas qu'on interdise les aliments. Ça a été très difficile. Or, on s'aperçoit une quinzaine d'années après que les mêmes sont dans des réunions très officielles, convoquées au ministère pour savoir comment réguler l'usage des écrans, comment encadrer la question des jeux vidéo. Comme on dit, la petite part malade, je pense que pour les jeux vidéo, on n'a vraiment pas eu de raz-de-marée, on ne savait pas au début. C'est resté une pratique clinique, minimaliste, et qui est très souvent du ressort de thérapie familiale, de la guidance parentale, des choses finalement assez simples. Mais c'était quand même l'annonce d'un énorme iceberg caché de problèmes. Qu'est-ce que ces écrans vont faire sur l'apprentissage? Qu'est-ce que ça va faire sur les développements de l'attention chez les jeunes? Qu'est-ce que va faire la pornographie sur la sexualité des générations à venir? Enfin, toutes ces questions-là sont arrivées après, comme une vague. Et on voit bien la différence entre la vision clinique et les énormes problèmes de société qui se posent. Il ne s'agit même pas forcément d'un problème de santé publique, après tout. Si on a des générations de crétins digitaux, c'est pas forcément un problème de santé publique. S'ils sont gentils. Bon. Mais... Oui. Je vais poser une question. À quoi on jouait au temps de Pascasus alors? Ah oui, il jouait. Alors, Pascasus, lui, il jouait aux dés, aux cartes. Je ne sais quel jeu, je ne sais pas trop. Alors, il y a beaucoup de littérature là-dessus. Il faut lire Jean-Michel Mel, Elisabeth Bollinger, ont joué autrefois. Cardan, lui, était un type intéressant. Il a joué trop dans sa jeunesse. Il raconte ça dans sa biographie. C'est un des premiers auteurs qui a écrit sa vie, qui a raconté sa vie. Cardan, dans le De Vita Propria. Il raconte que quand il était jeune, il jouait beaucoup. Il s'est battu avec des tricheurs, etc. Et il est content d'avoir arrêté le jeu parce que le jeu lui faisait perdre du temps. Mais le jeu ne lui faisait pas perdre d'argent, notamment parce qu'il jouait aux échecs. Il était très bon aux échecs et il plumait les gens. Aux échecs, ça ne l'intéressait pas. Enfin, il s'en veut aussi parce que c'était malhonnête. Il était beaucoup plus fort que les gens avec qui il jouait, il le savait. Et il jouait pour de l'argent. Il plumait les gens. Donc on jouait un peu à tout. Et on misait de l'argent sur tout. C'est ça. Les nobles devaient jouer et jouer grand jeu.
c'était une manière. Alors il y avait la dimension ordalique du jeu, était là aussi. C'était quand les nobles n'avaient pas de guerre, qu'il n'y avait pas de combat, qu'il n'y avait pas de duel, il n'y avait pas d'autre manière de risquer quelque chose. Il fallait risquer son argent, il fallait flamber. Montrer quelques. Jouer, il y a même, on peut juste raconter des gens qui jouent, qui se retrouvent en prison ou autre, ils ont plus de cartes et plus de dés. Ils réussissent à jouer en inventant des symboles avec leurs mains pour faire des paris sur les jeux. Il cite le cas d'un joueur qui a mis dans son testament qu'après sa mort, on voulait que ses os soient taillés pour qu'on en fasse des dés et que sa peau recouvre une table de jeu. Ça s'appelle faire corps avec le jeu. Moi, j'ai une double question d'ordre épistémologique, parce que vous évoquez les différents modèles finalement qui ont prévalu concernant l'idée d'addiction, enfin la maladie, l'addiction comme maladie. Ça concerne le succès de l'addiction comme modèle lui-même pour d'autres champs pathologiques. Vous citiez les troubles du comportement alimentaire. Pour d'autres pathologies. Pour d'autres pathologies, oui. Comme les troubles du comportement alimentaire, par exemple. Oui. Et ça, c'est relativement récent. Enfin, oui, dans les 20 dernières années, donc il y a comme ça un succès finalement de l'addiction, du modèle addictif pour les maladies en psychiatrie. Donc ça, c'est ma première question. Et la deuxième, qui est un peu corollaire, c'est la place globalement de l'addictologie, la science des addictions, vis-à-vis de la psychiatrie. C'est pas complètement superposé, c'est pas complètement à l'intérieur, enfin, ça ne recouvre pas, c'est pas. Il y a des addictologues non psychiatres, etc. Et voilà, je voulais avoir un peu votre. Pourquoi l'addictologie a cette place-là? Vous évoquez les questions de santé publique qui sont dans notre champ, mais donc c'est pas complètement inclus dans la psychiatrie, ça reste un petit peu à part, on le voit bien sur le plan institutionnel, sur le plan des sociétés savantes, etc. Comment vous percevez cette distinction-là? Ça pose plein de questions tout à fait importantes. D'abord sur le fait que l'addiction s'élargit et devient un peu un modèle pour d'autres formes de pathologies. C'est intéressant parce que moi, quand je faisais mes études de psychiatrie, c'était pire que le contraire. C'est-à-dire que toxicomanie, alcoolisme, tout ça, c'était en bas de page, en fond de chapitre, avec la psychopathie quelque part, très loin et Bernard Brisset, dans le manuel de psychiatrie, on n'était pas sûr que ça en fasse partie. Alors que maintenant, on est très tenté d'utiliser les mêmes termes pour un tas de choses. On se demande si les obsessionnels ne gagneraient pas à être décrits comme des addicts à une conduite, etc. Je pense que pour certaines pratiques, c'est une très bonne chose. Je pense que pour la boulimie, c'est tout à fait adapté. Pour certains troubles des conduites alimentaires, oui, pour l'anorexie, il faut savoir, il faut définir l'objet de l'addiction. Si les anorexiques sont addicts, à quoi sont-ils ou elles addicts? C'est pas toujours facile, mais je pense que c'est un champ, c'est un élargissement qui peut être très intéressant parce qu'il faut définir à chaque fois quel est l'objet d'addiction, quelle est la dimension de passion, de recherche de risque, où elle se trouve et où est la dimension de dépendance, d'accoutumance, etc. Je pense que ce n'est pas inutile. Je pense qu'il pourrait y avoir un regard addiction, entre guillemets, sur quantité de choses, comme ça, en se demandant entre quoi et quoi il y a ce découplage. En gros, la théorie de neurobiologique à la mode, c'est le découplage entre la sérotonine et l'adrénaline. D'un côté, entre truc, et cette impression que on avance dans la vie, en gros, en faisant des expériences, en prenant des risques, en allant voir l'extérieur, en ayant des mouvements passionnels. Et ensuite, on s'y habitue, on s'y accoutume, comme disaient les anciens, on en fait quelque chose, et on peut aller plus loin, un peu comme on avance dans la vie, un peu comme on apprend à conduire une voiture au début. Chaque changement de vitesse est une vraie aventure, on risque sa vie à chaque virage, puis à la fin, on n'y pense même plus, on utilise sa voiture pour faire autre chose, pour faire des voyages,
faire. Et après, on va prendre d'autres risques, en essayant de découvrir d'autres pays. Je pense qu'on avance dans la vie comme ça. L'idée du découplage, c'est un peu qu'est-ce qui se passe entre la recherche de nouveautés, d'aventures, d'excitation, de choses, et le besoin de sécurité, de routine, etc. Et on peut retrouver ça probablement dans pas mal de domaines. Ce déséquilibre entre des choses qui normalement devraient s'équilibrer entre elles, se moduler. Mais oui, je pense qu'il y a probablement un excès aussi de voir de l'addiction partout. L'addictologie, c'est un vrai problème en soi. Mais la toxicomanie, elle a été aussi. Marmottan, longtemps, était la seule institution pour toxicomanes, qui était une institution psychiatrique. On était le seul lieu où il y avait des psychiatres. C'est seulement en 92 qu'on a inclus une constitution de médecine dans Marmottan pour pouvoir s'occuper des problèmes de sida, d'hépatite, des choses comme ça. Au départ, on était les seuls. On s'est aperçu au moment du sida que dans les lieux de prise en charge de toxicomanes, les postures, les centres d'accueil qui existaient en France à l'époque, il y avait un dixième de temps de médecins par institution, et pas forcément de psychiatres, de médecins. C'est-à-dire qu'on était dans un champ presque de bénévolat, où c'était des éducateurs et des psychologues qui se mettaient à créer une association, une institution. On a beaucoup travaillé comme ça. La psychiatrie officielle, c'est très peu intéressés à la chose, et les toxicomanes n'ont pas arrêté de foutre la merde dans les services, en gros, et ils n'étaient pas accueillis à bras ouverts, et eux-mêmes n'avaient pas envie d'aller dans les institutions psychiatriques. Les calous, enfin les vrais toxicos, la clientèle de Marmottan, héroïne, cocaïne, crack, c'était pas du tout une clientèle pour de la clinique privée, des choses comme ça. Il n'y avait pas de moyens, etc. Donc, la dictologie est un monstre hybride parce que ce qui fait sa légitimité, à mon avis, au niveau sociétal, c'est l'impact pour la société des pratiques addictives. C'est le nombre de morts de tabac, d'alcool, les problèmes de suicide chez les joueurs, etc. La clinique elle-même, la dictologie, c'est très très important. Il faut bien qu'il y ait des services qui prennent en charge les toxicomanes, les alcooliques et les joueurs pathologiques, mais plus les services seront souples, ouverts, mieux ce sera. J'ai réussi à Marmottan ce qu'on est, une gamme de clientèle assez incroyable. On avait des millionnaires cocaïnomanes qui venaient consulter, des émirs du pétrole, des choses comme ça, et puis Mouloud de la Cité, qui était un petit revendeur de trucs, et quand j'ai amené là-dedans des joueurs de poker, et encore plus des joueurs de jeux vidéo, c'est sûr que ça a fait un lieu très étrange, très étonnant, et même l'équipe de Marmottan n'a pas toujours accepté ça facilement, ça n'a pas été très facile de faire comprendre ça. Oui, mais je pense que c'est important qu'on ait une définition ouverte des addictions. Parce que si on arrive à avoir une vraie consultation ouverte, d'abord c'est important de pouvoir recevoir les gens très vite, parce que c'est toujours difficile de reconnaître qu'on n'y arrive pas, qu'on ne réussit pas à contrôler. Qu'on prenne de la coke, de l'héros, du jeu ou des sites pornographiques, venir consulter en disant je ne peux plus m'en passer, j'y arrive pas, c'est très difficile comme démarche à faire. Donc les gens devraient être bien accueillis quand ils arrivent à faire cette démarche. Ensuite, c'est pas parce que c'est pas dans le DSM qu'il ne faut pas prendre des gens en charge. C'est pas parce que c'est pas dans les cadres de l'État qu'il faut s'interdire de recevoir des gens qui souffrent, quoi, parce que même si quelqu'un est accroché à l'eau du robinet, qui risquait de devenir, d'avoir un diabète insipide et éventuellement d'en mourir, il faudrait pouvoir le suivre. Il faut
pouvoir l'aider à contrôler et à arrêter. Ça ne veut pas dire qu'il faut interdire l'eau du robinet, ça ne veut pas dire qu'il faut faire des institutions spécialisées pour l'arrêt de l'eau du robinet, enfin, mais il faut pouvoir le faire. Et à mon avis, c'est encore plus intéressant parce que je pense qu'on est coincé dans un monde où l'idée de maladie, comment dire, nous enferme dans un carcan qui nous empêche de voir l'ampleur psychologique, sociale des problèmes. Et c'est pas vrai que l'addictologie va servir à résoudre les problèmes que posent à la société les objets d'addiction. C'est pas l'existence de l'addictologie qui va faire que les boissons sucrées, les McDonald's, le jeu et toutes ces choses-là vont pas continuer à faire des ravages dans la société. C'est pas là que ça va se passer. Ça peut être un haut-parleur, ça peut être quelque chose qui tire des sonnettes d'alarme, ça peut être des signaux, mais ça soulève des questions qui sont de société et des questions politiques. Même que la question de la prohibition des drogues. J'attendais beaucoup de 2010, au moment où on a légalisé les jeux en ligne, on a libéralisé les jeux en ligne, tout en créant une autorité de régulation pour contrôler ce qui se passait. Je pense que ça aurait été un moment vital, important. C'était l'anniversaire de la loi de 70 qui interdit l'usage même de substances, y compris le cannabis. Et je pense qu'on aurait dû, à ce moment, on aurait eu l'occasion, j'ai essayé de le dire dans tout le ministère, évidemment personne ne l'a fait, pour qu'on mette sur la table tous les objets possibles d'addiction et qu'on regarde où la société voulait placer le curseur entre la prohibition absolue, qui est une vraie connerie, et le libéralisme absolu, qui est aussi une vraie connerie. Comment on régule? Puisqu'on acceptait de réguler le jeu, de faire une autorité pour ça, pourquoi il n'y avait pas un équivalent pour tout? Pourquoi pas une régulation des boissons sucrées, des fast-foods? Pourquoi pas une simple régulation pour les drogues avec le cannabis qui est quand même pas la même chose que les opiacés? Enfin, c'est ce qu'on devrait faire au niveau politique, au niveau conceptuel. Je pense que la notion, que dire que c'est une maladie, le mot d'ordre du NIDA de Alan Lechner et Nora Volkow depuis une vingtaine d'années, c'est que l'addiction est une maladie chronique du cerveau. Je pense que ça ne fait pas avancer le schmilblick d'un iota, c'est juste une manière d'essayer de dire il y a des spécialistes qui vont s'occuper de ça, donnez-leur du pouvoir, c'est tout. Ça ne résout rien. Et la maladie chronique du cerveau, c'est un synonyme de problèmes psychologiques, parce qu'on remplace psychologie par cerveau. Et on attend. C'est la clinique du sujet. On attend comme le Messie que la solution vienne de la neurobiologie. Ce que j'entends, c'est que c'est la clinique du sujet aussi. Pardon. La clinique. Tu parlais de clinique du sujet que tu évacues là. Moi, c'est ce que j'entends. Oui. Parce que moi, je pense à la perversion, mais c'est général aussi. Mais... Oui, sauf que c'est une des raisons pour lesquelles il faut se méfier de la généralisation des discours cliniques. Je pense que la clinique du sujet, c'est fondamental, et la psychanalyse est fondamentale comme référence quand on voit un patient. On voit un patient, oui, un par un. Voilà, un par un, au cas par cas, bien sûr, pour définir une politique, une ligne conductrice de l'évaluation. Non seulement ça ne sert que d'un éclairage partiel, mais ça peut être complètement contre-productif. Parce que il y a quand même des lieux, des institutions reconnues par l'État. Oui. Je pense à la LI, je pense. Oui, mais c'est... Ils sont quand même reconnus. Bien sûr, oui. Non, et heureusement. Moi, je suis très content, par exemple, de ce qu'on a fait à Marmottan avec la toxicomanie. Et je pense qu'on a réussi à faire une institution qui est sympa, et où les gens sont vraiment accueillis, et qui fonctionne, et qui est thérapeutique. Mais, pendant très longtemps, on a servi de tenant-lieu de politique de santé publique. C'est pas sérieux.
c'est pas sérieux. On est une institution. Il y a une hospitalisation où il y a 12 lits, où on peut hospitaliser les gens 10-15 jours. Et on a fait croire aux gens qu'il y avait une réponse au problème de drogue, c'était Marmottan. Il ne faut pas exagérer. J'avais ça tête. Oui, j'avais une question, c'était l'auteur du texte dont vous aviez parlé tout à l'heure, à propos de Angst-Lust und Malerotismus. Von Attingberg. H-A-T-I-N-B-E-R-G. Il n'a pas dû écrire grand-chose d'autre. Hein. Et je pense qu'il a été un peu passé sous silence parce qu'il a dû se retrouver un peu du mauvais côté au moment de la prise de pouvoir par Hitler. Effectivement, effectivement, je trouve que cette idée d'aspiration de la libido dans un objet, qui peut être un objet d'intérêt et pas forcément un produit, je trouve que c'est effectivement très intéressant, notamment pour les écrans. Je trouve que voilà, tout ce que vous avez dit aujourd'hui, c'est très utile pour comprendre la question des écrans. Alors après, par rapport aux addictions sans drogue, je dirais que pour moi, c'est une idée qui remet en question un modèle médical qui s'appliquerait au monde psychiatrique et donc addictologique par conséquent également. Mais est-ce que la limite du modèle de l'addiction sans drogue, ça ne serait pas tout simplement le produit lui-même? C'est-à-dire que si jamais la rigueur clinique se perd dans un modèle qui serait complètement l'addiction sans drogue ou celui du produit, on ne perdrait pas justement de vue les propriétés pharmacologiques et chimiques des produits qui sont finalement aussi génératrices d'un discours. Hein, c'est ce qu'on voit par exemple avec les gens qui sont dépendants des benzodiazépines, ils disent toujours la même chose avec le petit quart de Lexomil, etc. Ou même, bien sûr, on peut mettre dedans aussi le lotus bleu, quoi. Et tout le reste. Le poison qui en fout. Ça n'existe pas. Non, mais le discours autour de quand le produit fait parler de la personne. Oui, ça se pose là aussi pas beaucoup de questions. Le fait qu'on puisse physiologiquement devenir dépendant d'une addiction sans substance, c'est progressivement en train d'être prouvé. Ça vient pour les joueurs, les neurobiologistes vont finir par montrer que c'est très proche d'une addiction aux excitants. C'est-à-dire que les décharges répétées d'adrénaline dans le cerveau vont probablement conduire aux mêmes modifications que la prise répétée d'amphétamine ou de cocaïne, etc. C'est des décharges de dopamine répétées qui vont finir par perturber. Mais c'est là que l'habitude devient une seconde nature. C'est ce moment où ça s'ancre dans le physiologique. Mais évidemment, il ne s'agit pas de nier la dimension d'intoxication. Sauf que l'intoxication n'est pas l'addiction. Mais dans le cas de l'alcoolisme, par exemple, oui, il faut bien sûr faire une part à ce qui est un effet du produit. Autant l'alcoolisme, les sources de l'alcoolisme vont être sociales, psychologiques ou psychanalytiques, autant les conséquences vont être physiologiques. Les deux grandes formes d'alcoolisme maladie que décrit Gélinet en 1960, c'est l'alcoolisme à la française. C'est des gens qui ne sont pas du tout malades psychiatriquement, c'est juste des gens qui avaient l'habitude française de boire une bouteille de pinard à midi, une bouteille de pinard le soir et des apéros entre les deux. Ces gens-là n'étaient à peu près jamais ivres, mais s'ils s'arrêtaient, c'était dramatique, c'était le délirium tremens. Et ceux qui ne faisaient pas de délirium tremens parce qu'ils n'arrêtaient jamais, c'était la stéatose, puis la cirrhose du foie, toutes ces choses-là. Bien sûr, il y a une dimension d'intoxication qui est évidente. Mais cette intoxication, même au long cours, ce n'est pas synonyme d'addiction, c'est une conséquence de l'addiction quand il y a addiction, parce qu'il y a quantité de personnes qui ont réussi à arrêter quand on leur a dit. On a vu ça, des gens, quand le toubib leur dit, mais attention, vous êtes en train de faire une stéatose, si vous continuez, vous allez faire une cirrhose, et c'est dangereux, ils arrêtent. Et on peut dire qu'ils n'ont jamais été addicts, puisque dès qu'ils se sont aperçus que c'est problématique, ils ont réussi à arrêter.
l'autre forme d'alcoolisme, c'était l'alcoolisme à l'américaine, l'alcoolisme à l'anglo-saxon, des gens qui arrêtent très facilement de boire, mais qui, quand ils boivent, et ça arrive toutes les semaines, se retrouvent dans le coma. C'est eux qui sont devenus des membres alcooliques anonymes, etc., parce que ça produit des ravages cérébraux terribles. Et alors, effectivement, ça a été, ça aussi, comment dire, une raison pour laquelle il a fallu mettre un peu de médecine, de vraie médecine, dans la prise en charge des addicts. À Marmottan, j'expliquais aux gens, mais enfin, quelqu'un qui picole depuis des années, qui prend de la canne depuis des années, faire une psychothérapie ou une analyse, il faut, avant de faire ça, de se lancer dans ce genre de pratique, il faut être sûr qu'il se souvient d'une semaine sur l'autre de ce qui se passe. Si les gens commencent à avoir un course à course, ne se souviennent même plus de ce qu'on raconte, la réponse, c'est pas dans la psychothérapie, c'est trop tard. Ils ont été intoxiqués, il faut faire des bilans neuropsychologiques pour voir s'il y a encore de la mémoire, s'il y a encore tout ça. Donc, il ne faut pas nier la dimension d'intoxication aiguë ou chronique qu'il peut y avoir par des substances. Il ne faut pas nier non plus la possibilité pour une addiction sans substance de perturber les circuits cérébraux, d'avoir des conséquences de type physiologique, mais on est dans deux domaines qui ne sont pas synonymes. L'intoxication n'est pas l'addiction. Ouais. Pour prolonger la question de Jérémy, il y a un aspect intéressant et un peu dérangeant, mais c'est la question des traitements psychotropes prescrits en psychiatrie et qui peuvent générer ou placer le patient soit dans une crainte. Avec des problèmes. Je veux pas de prescription parce que j'ai peur d'être dépendant de ça. Oui. Est-ce que vous l'entendez aussi selon un modèle d'addiction? Est-ce que ça vous paraît pertinent ou pas du tout? Alors, oui et non. Par exemple, pour les benzos, on distinguait les dépendances à faible dose et au long cours et les dépendances à forte dose. Et on voit bien qu'on est devant deux problématiques complètement différentes. Moi, j'ai vu des gens qui bouffaient 200 comprimés de Cilox. J'ai vu des gens qui se shootaient du vin rouge, parce que c'est des gens qui arrivaient des pays de l'Est. Ils s'étaient aperçus qu'ici, la défense, c'était le pinard. Et ils essayaient de faire un maximum. C'était des équivalents de vrais toxicomanes avec n'importe quoi. On peut le faire. Par contre, la dépendance à faible dose, c'était souvent des gens à qui on avait prescrit des benzos, on avait renouvelé pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, et qui commençaient à avoir des difficultés, qui posaient les questions de la démence quand ils commençaient à être en retraite. C'est deux problématiques très différentes. Il y en a une qui est une problématique de dépendance physiologique acquise au long cours, l'autre qui a un problème de défense, de besoin de défense, d'envie de défense. C'est un peu comme les deux formes d'alcoolisme, c'est deux problématiques très très différentes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle où oui. Une question, vous l'avez dit un petit peu avant, mais peut-être que vous l'avez déjà dit pendant votre propos, mais juste au niveau historique, est-ce qu'on sait si pendant l'Antiquité ou au Moyen-Âge, il y a eu des politiques de santé publique justement par rapport à tout ça, ou c'était juste des écrits un petit peu séparés des médecins de l'époque par rapport aux addictions. Par rapport aux addictions. Alors, je vais rappeler la question peut-être parce que les gens n'ont pas entendu. Est-ce que donc il y avait des politiques de santé publique pour contrôler les substances addictives parce que là on a fait assez rapidement. Je pense que le texte de Rush en 1784 est un texte qui a une visée, qui a une certaine visée de santé publique. C'est un des premiers pour les produits, on a cette idée-là. Il faut que la société s'empare du problème. Et il dit d'ailleurs que peut-être les alcools distillés, le gin, le rhum, tout ça, il faudrait faire très attention, il faudrait écrire des choses dessus en disant faites attention à ça, etc. C'est à partir de là, je pense, et surtout au XIXe siècle, que l'idée même de santé publique va se développer, à partir
de tout ce que les gens appelaient les maladies sociales. C'est-à-dire l'alcoolisme, la tuberculose, la syphilis, ces choses-là, c'est-à-dire les maladies des pauvres. Et la santé publique est probablement venue, je ne suis pas un grand spécialiste, d'actions humanitaires de type les bonnes œuvres. Il fallait que les riches fassent quelque chose pour que ces malheureux qui allaient tellement mal. Un bon exemple, c'est Alfred Fournier, je passais devant l'Institut Alfred Fournier, c'était le grand syphilographe de la fin du 19e siècle, c'est le grand spécialiste de la syphilis. Et il est devenu très célèbre parce qu'il faisait des ouvrages sur des conseils aux jeunes pour quand ils auront 18 ans. Qu'est-ce qu'il faut faire de ces désirs, de cette sexualité, tout ça. Comme c'est un homme de son temps, ses réponses, c'est bien sûr, il faut être abstinent, il faut garder la sexualité à l'intérieur du mariage, il faut, etc. Et c'est devenu un grand homme. Moins par ses discours sur la syphilis, ses discours techniques, que par son discours moraliste qui avait un impact dans la société. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être en ligne? Sinon, Jérémy? Oui, je voulais vous poser cette question depuis longtemps. Au regard de votre longue expérience sur le sujet, quasiment une cinquantaine d'années au cœur des questions d'addictologie, comment est-ce que sur le plan institutionnel, on fait pour garder un équilibre entre la souplesse institutionnelle et la rigueur clinique indispensable pour ne pas passer de l'autre côté? C'est fatigant, mais c'est fondamental. Il faut justement réussir à faire ça. C'était la difficulté pour élargir la clientèle, par exemple, tout en gardant l'ancienne clientèle, c'est-à-dire continuer à s'occuper d'héroïnes, de craqueurs, de SDF, tout en pouvant recevoir des joueurs, des gens qui avaient des problèmes avec la pornographie, les jeux vidéo. Alors ça nécessite vraiment, je pense, un grand partage permanent entre équipes. On est arrivé à Barbotan à... C'est une vieille tradition de l'époque des toxicomanies héroïques, à n'ouvrir la consulte qu'à 11h du matin. Et tous les matins, on fait une réunion entre 9h30, 10h et 11h, où on discute de ce qui se passe, les problèmes qu'il y a pu avoir, pour que tout le monde puisse être au courant. Ça implique des institutions pas trop énormes et des pratiques pas trop rigides, avec ce qui est aussi une marque de Barbotan, c'est que la transversalité dans les responsabilités. On aime bien que les joueurs ne jouent pas trop au docteur, que les infirmiers puissent éventuellement recevoir des gens en entretien, que les assistants sociaux aient un rôle du même genre et qu'on se répartisse les rôles client par client en fonction des besoins du moment, on pourrait dire. De comment les personnes viennent et se présentent. Mais il faut toujours pouvoir partager avec cette idée qu'on n'est pas obligatoirement devant un transfert d'une personne à une personne, plus dans une dynamique institutionnelle où c'est le lien se crée avec l'institution autant qu'avec une personne donnée. Ouais, c'est quand même du transfert. C'est quand même du transfert. Oui. Qui est toujours une forme de substitution, comme tout le monde. Il faut parler de clients. Oui, alors, pareil, il faut une des manières de faire, c'est de bien savoir que toutes les personnes qui viennent sont des clients, c'est des gens qu'on va recevoir comme une épicerie, c'est pour la même raison que les structures de basse-seuil, quand elles sont créées, se sont appelées des boutiques, pour la même raison, mais parmi ces clients, il y en a qui deviennent des patients, c'est-à-dire des gens avec qui effectivement, on va se mettre en route une vraie prise en charge au long cours, pour avoir les
répéter avec un thérapeute de référence qui, lui, va mettre en route une vraie psychothérapie. Mais la prise en charge est multimodale, c'est-à-dire je fais des schémas sur la thérapie multimodale, le niveau fondamental du traitement, quel que soit le patient, c'est l'accueil et la qualité relationnelle qui va réussir à cette avec l'alliance thérapeutique que ça va créer et la manière dont ça va se développer. À partir de là, on va pouvoir proposer des thérapies instituées avec idéalement la gamme des 250 ou 450 psychothérapies reconnues entre la psychanalyse d'un côté, le comportementaliste de l'autre et tout ce qui est entre les deux au milieu. Selon les cas, toutes peuvent être utiles, toutes ont fait preuve de leur utilité, etc. Il faut pouvoir avoir un œil médical pour tenir compte du niveau d'intoxication. Il faut un volet social, parce que quand on a affaire à des joueurs surendettés, comme à des héroïnomanes désinsérés, comme à des cocaïnomanes complètement ruinés, il faut bien que ce volet social soit pris en compte. Il faut pouvoir éventuellement proposer des groupes si ça peut être utile. Il faut donner des médicaments. Il faut voir quel type de médicaments. Est-ce que c'est des médicaments pour le sevrage, de la substitution? Est-ce que c'est des antidépresseurs? Est-ce que c'est des neuroleptiques? Tout ça doit pouvoir se discuter à chaque fois. Et l'idée, c'est qu'en dehors de moments, de périodes de prise en charge intensive, de moments où on est dans un lien thérapeutique qui implique une prise en charge très régulière par psychologue ou psychiatre, on devient pour les gens un lieu de référence auquel ils peuvent venir quand il y a d'autres problèmes qui arrivent. C'est la raison aussi pour laquelle il faut que les addictions soient un champ le plus vaste possible. J'ai vu, par exemple, un homme qu'on avait connu gamin, pas gamin, il avait 18 ou 19 ans, et il était venu parce qu'il avait un problème d'écran de jeux vidéo. Il n'arrivait plus à s'en dépêtrer, il avait été amené par ses parents au début, et puis avec une psychologue, la relation s'est bien placée, il s'en est bien sorti. Il est revenu quelques années après, parce qu'il commençait à avoir un problème d'alcool, et il a lui-même fait le lien en disant j'ai l'impression qu'il est en train de se passer avec l'alcool, ce qui se passait avec le jeu, c'est en train d'envahir ma vie, c'est en train de me poser des problèmes, etc. Et ça, je pense que c'est les bonnes réponses. J'ai suivi des gens, effectivement, sur 30 ou 40 ans, pour certains, mais ça ne veut pas dire que j'ai fait une thérapie pendant 30 ou 40 ans. C'est des gens que je n'ai pas vus pendant 10 ans et qui sont revenus me voir parce qu'ils se sont mis à avoir des problèmes dans leur vie. Et ça s'était bien passé à une époque, donc ils sont revenus à ce moment-là. C'est comme ça, je pense qu'il faut pouvoir aborder les choses. Est-ce qu'on peut encore tutoyer les patients en 2024 à Marmottan? Moi, de moins en moins. Les vieux, oui, enfin ceux que j'ai connus il y a 30 ou 40 ans, oui, ils continuent à me tutoyer, je le tutoie. Et il n'y a pas de problème. Mais non, j'ai arrêté de tutoyer les gens il y a longtemps, quand j'ai commencé à avoir des cheveux blancs. Les gens se sont mis à me vouvoyer. On ne peut pas faire dans la symétrie. À ce moment-là, je les ai vouvoyés aussi. J'ai travaillé au Québec, au Canada, il y a très très longtemps. J'avais du mal à tutoyer tout le monde. Les gens se tutoient naturellement là-bas. J'étais dans cette situation très curieuse. Je recevais des familles, tout le monde me tutoyait, et la seule personne qui vous voyait, c'était leurs parents. C'était très, très étonnant comme culture. Mais dans d'autres cas, dans les années 70, quand j'ai commencé à Marmottan, vous voyez les gens, c'était mal vécu par beaucoup de patients qui pensaient qu'on voulait les mettre à distance. C'était une manière bourgeoise de ne pas rentrer en lien avec eux. Dernière question. Dernière question, oui, vous avez l'air de dire que n'est pas addict qui veut.
en évoquant la notion de vulnérabilité. Est-ce qu'on peut imaginer dans les années à venir qu'on puisse repérer des vulnérabilités chez des personnes pour leur conseiller ou non telle ou telle expérience? Non, parce que on voit ça pour le jeu, par exemple. Dans le cas du jeu, les vulnérabilités pour le jeu actuellement, c'est. Elles sont de deux ordres. Il y a des impulsifs. Alors, si vous êtes psychopathe, antisocial, ne jouez pas. C'est important comme message. Vous allez devenir un joueur pathologique. C'est presque tous, c'est plus fort qu'eux, il faut qu'ils aillent jusqu'au bout et ils vont le faire. L'autre, c'est les joueurs impulsifs, chercheurs de sensations fortes, les ordalisants, les gens intéressants. Oui, les vrais clients normaux. Les vrais quoi? Les vrais clients normaux, c'est les psychopathes. C'est les gens qu'on aime bien quand ils sont rigoureux. Et l'autre grand groupe, c'est au contraire presque des gens déprimés, qui vont mal, qui vont chercher dans le jeu, non pas de la sensation, mais plutôt une bulle. Ils vont se mettre à l'abri, ils vont oublier qu'on vient de leur diagnostiquer un cancer, qu'ils sont ruinés, qu'ils sont en retraite, que rien ne va bien, et ils se mettent à jouer. Et il y a un parallèle entre les deux, c'est que les psychopathes, ils s'affrontent, comme Dostoïevski, à Dieu, au destin, ils essayent d'éprouver une loi pour voir, pour bien vérifier qu'elle est plus forte qu'eux. Ils ne supportent pas ça, ils essayent d'aller plus loin. Les autres qui sont devant leur machine à sous attendent une réponse magique. C'est une manière de faire une prière. J'ai eu plusieurs patientes comme ça. Elles étaient en retraite. Elles avaient toujours tout bien fait dans la vie. Leurs enfants avaient grandi. Le mari était mort ou il était parti. Elles se retrouvaient toutes seules. Elles se disaient c'est super, je vais pouvoir voyager, m'occuper un peu de moi pour une fois, etc. À ce moment-là, le médecin leur dit non, vous êtes malade, c'est cancer, ça va être chimio, radio. Tout ça, dans ce cas-là, elles se retrouvent devant les machines à sous, comme ça, en attendant que le destin répare l'injustice dont elles sont victimes. Et elles viennent consulter parce qu'elles ont été obligées de vendre l'appartement. Pas avant. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Marc Valeur. Merci encore. On peut continuer donc à approfondir votre pensée grâce à vos ouvrages. Donc beaucoup sont parus en poche. Voilà. Et puis Pascal qui est paru au presse universitaire de. Il est à la bibliothèque, j'imagine. Pas encore. Ah oui. Et on se retrouve dans un mois. Bien trouvé. Et on se retrouve dans un mois donc avec Anne-Marie Dubois qui viendra conclure cette année de séminaire avec une histoire de l'art-thérapie. À bientôt donc et au mois prochain. Merci.